Maintenant, il sait. Ah. Il indique le week-end. C'est un vrai Suisse, c'est un vrai Suisse. Ouais. Ouais. Fribourg. Est-ce que tu as ton uniforme chez toi? Parce que tu sais qu'on dit des tas de choses sur... Tu sais que j'ai fait 15 jours d'armée, mais si j'avais fait l'armée, j'aurais le fusil d'assaut Ouais. et la vie. Ça pourrait servir en ce moment. Mais c'est pas indispensable. Non. Non, parce que lui, il a une voiture qui fonctionne à l'essence de cannabis. La différence, c'est qu'ici, nous, on peut quitter, tu vois. C'est ça. Bon, Marcel, ouais. Tu es gentil. T'essayes d'être un peu discret. 5 minutes. Alors, Jean-Michel, au tout début de ta carrière, tu as fait la première partie du concert de Jimi Hendrix. Comment ça s'est passé? Tu gardes un bon souvenir de ça? C'est bien passé, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la batterie. Et c'était en fait Mitch Mitchell qui avait l'affaire à ce moment-là. Le fameux joueur de cornemuse. Ok. De batterie, en fait. Le batteur de Jimmy. Et donc, c'était à la salle des fêtes d'Issy-les-Moulineaux, qui est une banlieue sud de Paris. C'est par là-bas. Où j'habitais. Et c'est effectivement un des premiers concerts que Jimi Hendrix a donné en France. C'est une révélation vraie. C'est presque un scoop, en fait. Oui, c'est un scoop, mais un scoop véridique. Hein. Merci beaucoup, Jean-Michel. Voilà. C'est bien parti. Ouais. On y va pour la deuxième. Zut, crotte de nez. Jean-Michel, allez, sérieusement. Vous êtes le fils de Maurice, le frère de Stéphanie, elle-même la belle-sœur de Michel Drucker et le mari de Charlotte Rampling. C'est pas trop difficile à assumer? Évidemment, ça crée des problèmes d'identité, c'est sûr. Mais on se soigne, on se concentre, on arrive à rester soi-même quand même. Lorsqu'on vous voit en spectacle, comme à la Défense à Paris dernièrement ou sur les Docklands à Londres, il y a un peuple fou qui vous entoure. Alors, comment est-ce que vous débrouillez pour faire entrer tout ce monde en studio quand vous enregistrez un album? J'ai aucune idée, parce que d'abord, en général, on ne fait pas rentrer forcément le public en studio, à moins que ce soit vraiment très le narcissique. monde, je parle de la scène, bien sûr. Ah, le monde de la scène, Oui. bien sûr. Non, je pensais que c'était le monde qui était dans la rue. Non, parce que là, si vous voulez, on peut être un peu sérieux. 3 secondes quand même. On va y arriver. Non, le monde qui est sur scène, en fait, en studio, souvent, ils viennent pas tous à la même heure, donc on arrive quand même à les rentrer tous dans le studio. Disons que, en ce qui concerne les gens qui étaient sur scène le 14 juillet, il y avait des musiciens arabes pour le morceau Révolution, qui était une version qui a été faite spécialement pour la scène. Et pour le steel band qui était là pour le morceau qui s'appelle Calypso, en fait, j'ai pas eu à les faire rentrer dans le studio parce que je suis allé enregistrer à Trinidad, qui est en fait la dernière île des Caraïbes, qui est près du Venezuela, au sud de la chaîne des îles des Caraïbes, et pour eux, c'était la première fois qu'ils rentraient dans un studio. C'était aussi la première fois qu'ils construisaient un studio là-bas, donc c'était un peu, on est parti de France avec une équipe. Avec Magnéto 24 pistes, etc. Et on est allé enregistrer avec eux. Donc ils sont arrivés sur scène encore tout frais des premières séances de studio qu'ils avaient faites. Donc en fait, tout ce qu'on voit sur scène lors de vos spectacles, ça figure à l'intérieur de tous vos albums. Toutes les personnes, les personnages, les différents musiciens, les différents instruments que l'on voit sur scène figurent sur vos albums. Ce ne sont pas des sons que vous samplez dans des synthés. Non, pas systématiquement. Disons par exemple l'orchestre, il y avait un orchestre de musique classique arabe où il y avait 12 musiciens. Ça, c'était des musiciens c'était une version pour la scène. Il y a beaucoup de morceaux qui ont été... Tous les morceaux, je dirais, en fait... qui étaient joués pour le concert du 14 juillet ont tous été des versions qui ont été faites pour la scène. C'était des versions de scène assez différentes quand même du disque. Mais disons que dans le cas des musiciens du steel band, par exemple, eux, en revanche, ils étaient présents pour l'enregistrement du disque et ils étaient aussi présents sur scène. C'est pas systématique, quoi. Dans une époque où la technique... Ça te dérange pas? Non, je peux Non, non. Non, il change de cadre. Dans une époque où la technique permet à n'importe quel néophyte, je dirais, de créer des sons, ces sons plus ou moins mélodieux, comment expliquer la magie qui fait que Jean-Michel Jarre reste un des plus grands musiciens de synthétiseurs? Alors, petit A, j'ai deux réponses, parce que vous étiez le premier, et petit B, parce que vous additionnez le son à l'image. C'est déjà 2 bonnes réponses, ça, mais j'en ajouterais peut-être une troisième qui est le fait que finalement les instruments n'ont aucune importance.
je crois qu'on est dans une période où on a souvent tendance à justifier ce qu'on fait par rapport aux instruments qu'on utilise, et les instruments n'ont aucune importance. Je veux dire, un photographe, photographe qui fait des bonnes photos, le matériel n'a aucune importance. Pour faire un bon film, le matériel n'a finalement que peu d'importance à qualité égale, quoi. Bon, le fait d'utiliser tel ou tel synthé ou tel ordinateur, finalement, bon, ça c'est secondaire. Je crois que soit on a envie de dire des choses et à ce moment-là on peut les dire à travers pratiquement n'importe quel instrument. Et moi, je ne suis pas du tout un obsédé forcément de la technologie. Je l'utilise vraiment très égoïstement pour ce qui m'intéresse, et j'essaye surtout pas de lire les pages du manuel qui ne me concernent pas. J'essaye vraiment d'utiliser les instruments tels pour essayer de réaliser l'idée que j'ai dans la tête et pas faire l'inverse, quoi. Votre musique, c'est en fait un langage, alors, si je comprends bien. Vous exprimez plein de choses par votre musique, par ces sons que vous allez piquer à gauche, à droite. Toutes les formes de musique c'est un langage. Je dirais que c'est un langage souvent un peu plus complet que la chanson, parce qu'on n'a pas la barrière de la langue. C'est ça. Peut-être il y a un aspect positif et l'autre négatif, c'est qu'on ne peut pas exprimer par des paroles les choses qu'on aimerait bien dire. Alors, je parle par exemple des albums qui ont été dédiés aux enfants de la Révolution, à Dulcie September. Vous avez même fait la première partie du concert du pape, où le pape a fait la première partie de votre concert. Je ne sais plus dans quel sens ça allait. Et puis, vous avez dédié votre dernier album à Jean-Yves Cousteau. Donc, il y a quand même des messages qui passent par rapport à cette musique que les gens comprennent peut-être pas forcément. Non, simplement, souvent, c'est pas mal d'avoir, je pense, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui m'aide ou qui me correspond bien. C'est souvent de partir d'une idée ou d'un concept qui est souvent un prétexte par rapport à quelque chose. Je ne crois pas que ça soit un handicap de ne pas avoir de parole. Je pense que c'est plutôt un avantage de pouvoir avoir viré le chanteur du studio, parce qu'on peut laisser, comme dit Peter Gabriel, quand on enlève le chanteur, d'un seul coup, les 40% de musique en plus, on peut les mettre en avant au mixage. Et donc ça, c'est pas plus commercial plutôt, parce que les barrières des langues langues tombent. Non, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire des disques commerciaux, il vaut mieux un chanteur quand même. Ça, c'est un conseil que je donne à tous les gens qui veulent faire des disques commerciaux. Il vaut mieux quand même un chanteur. Donc vous êtes une exception, quoi, finalement. Aujourd'hui, vous pouvez demander à n'importe quelle maison de disques, quand quelqu'un se pointe avec une musique sans chanteur, on pense que c'est le playback d'une chanson. Donc c'est un énorme handicap. Mais si vous voulez, je pense que c'est pas ça qui est important. Je crois surtout le fait de pouvoir effectivement créer peut-être une musique qui soit pas. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand on pense à musique, aujourd'hui, il faut bien dire, 90% des cas dans le monde, on pense à la chanson. Or, historiquement, la chanson, c'est quand même un secteur seulement de la musique. Je veux dire, la musique existe indépendamment d'un chanteur et de lyrics et de paroles. Donc, je pense que le fait d'avoir des paroles peut, dans certains cas, être un avantage. Sérieusement, je pense que ça peut être effectivement une barrière de moins pour essayer d'exprimer des choses qui peuvent être compréhensibles n'importe où. Et vous avez l'impression que le public ressent les musiques que vous créez comme vous aimeriez qu'il le ressente ? J'en ai aucune idée. D'accord. J'en ai aucune idée. Je dirais que moi, je ne comprends pas pourquoi il y a 2,5 millions de personnes qui sont venues au concert du 14 juillet. A posteriori, les gens disent c'est fantastique, c'est extraordinaire, c'est vachement bien organisé. Je peux dire, c'est pas du tout organisé. Comment peut-on avoir l'idée même que qui que ce soit puisse organiser le fait qu'il y ait 2,5 millions de personnes qui arrivent au même endroit ? Je crois que ça correspond sans doute à un besoin que les gens ont aujourd'hui. Je ne parle pas de moi, mais de cette forme peut-être de projet, de concert, qui est le fait que les gens en ont peut-être marre, un peu comme moi, d'aller payer 400 francs ou 500 francs français pour aller voir un concert dans un stade où on voit les gens qui sont grands comme des fourmis. C'est une proposition différente, je crois qu'il y a un besoin dans une époque où on est de plus en plus, finalement, on a de plus en plus de loisirs audiovisuels chez soi, à travers la télé, le Minitel, les microcomputers, la vidéo, de retrouver un contact avec la rue. Je crois que ce n'est pas un hasard si le jazz et le rock est en train d'être supplanté aux États-Unis par le rap. C'est une musique qui est issue de la technologie, mais aussi issue de la rue. C'est pas un hasard non plus si dans la peinture contemporaine, je veux dire,
le tag, le bombage, les graffitis envahissent la scène. C'est aussi une activité de la technologie et aussi une activité de la rue. Et je crois que le genre de projet qui consiste à pirater un lieu le temps d'une nuit ou le détourner et d'intégrer l'architecture ou l'urbanisme d'un quartier et finalement de détourner un espace quotidien qu'on a et de le faire redécouvrir ou qu'on le redécouvre soi-même, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être un peu dans ce sens-là. Quelque part, vous êtes un architecte du son, de la lumière, de l'image, je veux Oh, dire. je n'en sais rien. Je veux dire, il faut se méfier Vous des... comme ça, non Non, mais je crois que de toute façon, c'est vrai que la musique, pour moi, ça a toujours été plus une mise en espace du son ou une mise en scène des sons, un petit peu comme... J'ai toujours eu tendance à considérer les sons un peu comme des acteurs qu'on déplacerait un peu dans l'espace. Et je crois qu'en ce sens, la musique... chaque quartier, chaque endroit extérieur sonne différemment. C'est comme une guitare, je veux dire, c'est comme un ampli. Je veux dire que le quartier de la Défense, il sonne pas comme la colline de Fourvière à Lyon, par exemple. Ça sonne différemment. Et je crois que c'est intéressant d'essayer de placer sa musique dans des endroits, dans des endroits différents. Et puis, bon, s'il y a des gens qui viennent, c'est encore mieux. C'est plutôt votre truc, en fait, de faire des grands spectacles à l'extérieur que de faire des disques en studio où la dimension n'est pas la même du tout. Ah bah si, les disques en studio, de toute façon, c'est toujours le point de départ. Maintenant, les concerts, c'est toujours une suite d'un disque ou d'une musique qui a été faite d'abord au studio. C'est un petit peu comme c'est quand pas le point d'extase, le point final de l'histoire d'un album, pour vous? Ah bah d'une certaine manière, Ouais. oui, ou le point de départ de l'histoire d'un album, j'espère. Ou l'un ou plutôt que l'autre, le point ouais. final. Le point final, Le quand on point se final, plante. ça veut dire que... Non, vous avez le point final dans la mesure où l'album est sorti, il a marché, que vous... C'est l'apothéose, vous le mettez en Non, scène. je pense que c'est pas en fonction d'une démarche, encore une fois, commerciale par rapport à un disque. C'est parce que je pense que la démarche commerciale aujourd'hui qui fait ses preuves, c'est plutôt les grandes tournées de rock bien huilées, qui sont des machines à faire du fric de plus en plus. Je veux dire que bon, si finalement les concerts de rock ont quitté le format dans lequel, à mon avis, pour lequel elles sont faites, c'est qu'il y a le format du théâtre, en fait, d'avoir une scène, dans un musical, dans un théâtre, avec une scène, avec un groupe qui est dessus, avec un public qui est à une distance normale, qui fait qu'on vient dans un endroit fermé. Le rock, pour moi, c'est fait pour être entendu dans un endroit fermé, où on vient se faire le plein d'énergie en se branchant le bide sur une prise électrique, c'est-à-dire qu'on vient se prendre de l'énergie électrique. Donc pour moi, c'est vraiment fait pour un endroit plutôt clos. Et je crois que de mettre uniquement pour des problèmes de blé, de mettre un concert de rock dans un stade ou dans un endroit ouvert me semble quelque chose qui n'est pas adapté, quoi. C'est mettre un peu une jambe de bois à une guitare électrique, quoi. Il y a quelque chose qui va pas, on s'en rend compte. Il y a une frustration du public, enfin il y a une frustration de ma part. Moi, quand je vais voir quelqu'un que j'aime dans un stade et que je vois rien, quoi. Donc, c'est un truc et que je paye cher en plus. Donc c'est un truc qui m'a certainement fait réagir pour essayer de faire ça. Et effectivement, ça peut venir tout de suite après un album ou avant. C'est pas forcément le but d'un album d'être forcément mis en scène sur scène. Il se trouve simplement que je fais des albums, je fais des concerts, quoi. Et que ces concerts-là, c'est pas des tournées. J'en fais peut-être une tournée, mais elle va durer toute ma vie, quoi. J'en ai fait 7 concerts. C'est ridicule par rapport à quelqu'un qui en fait 150 par an. Et on conclut avec les concerts et les spectacles. Avant de parler juste du dernier album, en attendant Cousteau, tu veux bien sûr que je ne sois pas dans le champ. Est-ce que c'est vrai que vous avez été taxé à Houston pour tapage nocturne? C'est vrai l'histoire qu'on raconte? Oh bah, à Houston, oui, il y a beaucoup d'histoires, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'il y a des flics qui ont débarqué en hélicoptère et qui sont... les gars faisaient c'est que ça a commencé parce qu'on faisait des répétitions de lumière, on a eu enfin le courant, et les mecs qui se servaient des super troopers, donc des projecteurs de forte puissance, se sont pris un avion qui passait, un avion de ligne qui passait, et ils sont, ce qui était peut-être pas forcément très raisonnable, mais ils se sont amusés à le suivre. Et donc le gars a cru que c'était l'aéroport, il se demandait ce que c'était, donc il a eu tendance à descendre un peu trop bas. Alors ça a un peu ému la police locale qui
qui a dépêché un Et hélicoptère. encore ému, c'est Et un les- grand mot. Hein. Ouais. Et l'hélicoptère donc est arrivé. Ils ont fait la même chose sur l'hélicoptère de la police. Donc le gars est sorti assez en colère avec son Stetson et son Ouais. pistolet. Il est sorti de l'hélicoptère. Comme il avait de la lumière dans les yeux, il n'a pas vu une barre qui était par terre. Et il s'est foutu la gueule par terre dans une flaque d'eau avec le pistolet mouillé, les cartouches mouillées. Bon, ça faisait pas très Il sérieux. était pas très Surtout qu'il content, avait ouais. quand même le look du vrai cow-boy qui Ouais. impressionne. Et donc il est arrivé et il a dressé quand même une contravention au mec qui était sur scène, ce qui était quand même Ouais, effectivement il y avait une raison assez quand même. Il y intéressant. avait quand même une raison. Il n'y avait pas que Bah, il était, simplement ouais, il était la mouillé, simple amende de vexé, tapage nocturne. Voilà. Et alors donc, mais la contravention qu'on a gardée était une contravention effectivement pour tapage nocturne. D'accord, vrai. il s'est bien vengé donc. C'est vrai, mais enfin c'est quand même intéressant de l'avoir comme souvenir. quand Oui, même. ça, vous l'avez encadré, je suppose. Ouais. Cousteau, c'est un mode de vie pour vous? C'est une philosophie? Bah, Cousteau, je crois qu'effectivement, c'est pas seulement le bonhomme au chapeau rouge qu'on connaît qui sillonne les océans. C'est, je crois, aujourd'hui, effectivement, synonyme d'un certain art de vivre ou d'une prise de conscience différente de son environnement. C'est quelqu'un que j'aime bien parce que c'est pas un donneur de leçons. Moi, j'en ai un peu assez des gens qui nous donnent des leçons en permanence en nous disant de balayer devant notre porte. On est, je crois, assez grand pour savoir ce qu'on a à faire. Et je crois que ce que j'aime bien chez quelqu'un comme Cousteau, c'est que il nous montre des choses, mais d'une manière finalement assez pragmatique et finalement assez optimiste, assez dynamique. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant, non pas de faire un disque qui soit un hommage à ce qu'il a fait, mais plutôt qui a comme ça un télescopage entre une musique qui est faite avec des gens dont la musique nationale s'appelle le calypso, son bateau c'est la calypso, avec des gens qui travaillent sur des steel drums qui sont des instruments qui sont faits à partir de bidons de pétrole et vidés, qui sont en fait donc faits à partir de déchets de l'industrie. Ça me paraissait assez amusant, cohérent de faire quelque chose autour de... Et les vôtres sont du- très des brillants. Cousteau. Hein. Quoi? Les vôtres sont très brillants, hein, tambour. Bien lustrés. Ah ben, Très joli, Ce très sont les joli. leurs. Ce sont les leurs. Et alors, ce qui est amusant, c'est que ça s'appelle les Amoco Renegades, c'est-à-dire les renégats d'Amoco. Et ils ont donc pris des fûts qui appartiennent à la société de pétrole Amoco, qu'ils ont totalement chromés et qui sont d'une grande beauté, effectivement. C'est un recyclage positif des déchets de l'industrie. Allez, je termine avec ça. Vous avez pris une direction qu'on pourrait qualifier de New Age sur le dernier 30 cm en attendant Cousteau. Plutôt la quatrième partie. Pour moi, le New Age, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est un label qui a été inventé pour les maisons de disques, surtout aux États-Unis, qui réunit toutes les choses qui ne peuvent pas arriver à caser dans les autres Oui, classifications. nous, on Donc, dit New Age quand on pense à des musiques très calmes qui peuvent détendre oui, l'atmosphère avec des disons sons que cristallins. c'était la première fois que je faisais un morceau qui faisait 40 minutes, mais qui aurait pu aussi durer 3 heures, parce que l'idée, c'était d'un petit peu de faire une musique qui soit un peu en suspension, un peu comme quand on regarde les nuages, par exemple. C'est toujours le même cadre, par exemple, mais c'est jamais les mêmes images. C'était un petit peu ça l'idée. C'est pas du tout une musique répétitive, c'est une musique qui est, disons, un peu l'opposé, si on considère que les disques ont encore deux faces, qui se discutent en ce qui concerne les compact disques. Disons qu'il y a une partie qui est très extériorisée, qui est très dynamique, qui est la partie avec les steel bands et le calypso. Puis il y a une partie plus intériorisée, qui est cette musique. Je pense pas que cette musique appartienne au New Age particulièrement. C'était selon l'humeur du moment. Tout à fait, Voilà. oui. Merci, c'était Jean-Michel Jarre. C'était lui. C'était presque long, hein. Je vois que... Mais on s'est... Je suis désolé. Hein. Bah oui, c'est parti comme ça. Il est intéressant. C'est parti comme ça, je suis désolé. Mais Ah non, c'est commence pas... à avoir des crampes. C'est pas pour moi, surtout c'est au plutôt bras. pour Marcel, parce que lui disait... J'ai dit 1h30, moi. Bon, j'ai un petit peu coupé dedans. On aurait pu poser des questions un peu plus intelligentes maintenant. Mais tu sais que tu sais l'émission qu'on a. Je veux dire, si elle était intelligente, il n'y aurait pas de problème. Est-ce qu'on fait un petit jingle Oui, si c'est possible. Juste, de parce que notre présentation? émission s'appelle Zap Hits. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, C'est lui, pardon. Qu'est-ce que je dis? Je m'appelle. Ouais, ou une, Jimi Hendrix. Voilà, Voilà. une bête. Et Voilà, je- exactement. Et je suis content d'être à Sacrée Soirée, c'est ça? Un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Ouais, Jimi Hendrix, oui. Ça, c'est assez marrant. Oui. Mais ça... Bon, alors, je m'appelle Jimi Hendrix et je suis content d'être à Zap Hits. Alors, je suis... bon, je le fais pour rire maintenant, donc. Ouais, parce que
Alors, C'est celui-là qui va bonsoir. passer. Voilà, c'est celui-là qui va passer, bien entendu. Bonsoir, c'est Jean-Michel Jarre et je suis extrêmement content d'être à Zap Hits. Bien, nous aussi. Encore une fois. Non, c'était parfait, non, non. C'est un truc qu'on peut faire que moins bien. Oui, non. véritable C'est très professionnel. sympa quand il est inclus avec tout le talent professionnel du réalisateur. Je ne sais pas pourquoi il y avait Des fleurs. des roses comme ça, des fleurs. Je pensais qu'on allait en dire un mot. Mais on a failli parce qu'on a dévié en fait on voulait parler de Léo. Ah oui, mais c'est ça, on était un peu gênés par les plantes. Chaque jour, des choses. Ah oui, déjà. Marcel, ça fait plaisir qu'on ait de vachement professionnel. Alors, merci. Non, on a vraiment pas le temps. Je m'excuse. Si c'est pour bouffer Marcel, alors c'est un peu raté. je trouve. Heureusement que vous êtes venu. Parce que non, Bon, on va pas refaire. On va peut-être s'arrêter 5 minutes. Je crois qu'on va téléphoner, on va annuler. Ça va se faire pour ça. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt. Puis alors, on est des gaillards. Bien, alors, je merci. suis obligé de vous laisser. C'était Pour le prévu. feu, C'est prévu. C'était C'était à 19h. Mais malheureusement, merci. Là, on a rendez-vous. Voilà, très bien. J'ai continué à en sortir des disques pour qu'on puisse les... Oui, C'est sympa, oui. Et puis, prochaine fois, tu fais petite salle. Ouais. Exactement. Bon, Marcel, la prochaine fois, une caméra un peu plus Ce qui légère. est sympa, c'est d'avoir monté. Oui. Oui, mais c'est très gentil d'avoir monté le gazon. Là, bon, on va en reparler, mais c'était vraiment sympa. Bien des choses à madame. Tout à fait. Je n'y manquerai pas. Si tu veux, on peut toujours le fermer puis on fait un coup de Non, mais tu sais pas pour tout à l'heure, ça m'en revient de dîner. Non, c'est-à-dire que vous attendez les rampes de descente parce que ça va gêner les gens, mais on peut remonter vers midi. c'est vous qui êtes là. D'accord. Ok. Bon, À bientôt, merci. Merci pour tout.